L'impôt sur les bénéfices et profits est celui qui assit premièrement sur les bénéfices de toutes les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou immobilières, et aussi les libéralités et avantages accordés aux associés non actifs dans les sociétés autres que par action, aussi sur les profits des professions libérales, charges ou offices, et enfin sur les profits des occupations non visées ci-dessus. Les grandes et moyennes entreprises souscrivent leur déclaration au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle de la réalisation de revenus. À la question de savoir combien payer, l'impôt va de 1 à 30% selon la taille et la nature de l'entreprise. Bienvenue à ce nouveau numéro de Spécial Economia qui reçoit pour vous M. Sélé, directeur général des impôts à la DGI, avec qui nous allons parler du deuxième acompte provisionnel de l'impôt sur le bénéfice et profit, IBP, et aussi de la gestion du DG Sélé un an après à la tête de la DGI. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro spécial Economia qui reçoit pour vous M. Sélé Agouli José, le directeur général de la DGI. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Je ne suis pas seule, je suis avec ma collègue de Congo Web, Paulette Kimutu. Bonjour Paulette. Bonjour Fifi. Nous démarrons donc notre émission. Monsieur Sélé, pouvez-vous nous dire qui êtes-vous? Pour le commun de mortels, qui est monsieur Sélé? Bon, pour ne me limiter qu'au cadre de l'émission qui nous réunit ici, mon nom c'est Sélé Alagouli. Vous l'avez peut-être un peu écorché pour le poste-nom. C'est Alagouli. Je suis directeur général des impôts par ordonnance du chef de l'État du 11 novembre 2016. Donc ça fait une année que je préside aux destinées de cette régie financière. Voilà. Dans une année exactement, en ce mois de novembre. Oui, une année et quelques jours. Oui, vous aviez inscrit votre mandat à la tête de la DGI sur deux axes. D'abord, revaloriser l'argent du fisc, puis améliorer le partenariat entre l'administration fiscale et les opérateurs économiques. Où en êtes-vous avec, par exemple, la réqualification des conditions sociales et professionnelles des fonctionnaires de l'hôtel des impôts? Oui, écoutez, madame, merci beaucoup. Il faut d'abord repréciser, parce que généralement, quand on est nommé à ce genre de responsabilité, surtout pour une régie financière comme la Direction générale des impôts, la tradition, c'est toujours de, je dirais, prétendre augmenter les recettes, les multiplier par 2, par 3, par 4. Je pense que cela procède d'une certaine démagogie, parce que la réalité, c'est que qui produit les recettes fiscales, c'est bien l'agent du fisc. Donc, c'est comme ça que moi et mes collègues au niveau de la haute direction, quand je dis mes collègues, je vois les deux directeurs généraux adjoints qui m'accompagnent, nous avons mis comme priorité la révalorisation des ressources humaines. Parce que, in fine, ce sont des femmes, ce sont des hommes qui travaillent pour mobiliser ces ressources. En deuxième lieu, comme vous l'avez dit, il faut améliorer le niveau de partenariat avec les contribuables parce que l'impôt n'existe que parce qu'il existe des personnes qui travaillent pour engendrer de la richesse sur laquelle l'État fait une ponction d'autorité qu'on appelle l'impôt. Alors, en ce qui concerne la révalorisation de ressources humaines, comme vous pouvez bien vous en rendre compte, il faut qu'on puisse d'abord permettre à l'ensemble du personnel de la Direction générale des impôts de se sentir effectivement agents du fisc. Et à ce titre, je veux vous dire qu'un certain nombre d'actions ont déjà été menées parce que nous avons mené quelques missions d'itinérance depuis que nous sommes là, nous, c'est-à-dire moi et mes deux autres collègues de la haute direction, et nous avons palpé du doigt la réalité de ce qu'on a appelé par exemple les nouvelles unités, les stagiaires, c'est des gens qui ont travaillé, des femmes, des hommes, qui ont travaillé depuis 5, 10 ans, voire 15 ans, sans être reconnus comme agents du fisc. Nous venons, il y a un mois, de prendre une note des services pour intégrer autour de 365 personnes qui attendaient d'être admis sous statut au niveau de la Direction générale des impôts. Donc, ça permet de revaloriser ces personnes-là.
Nous avons également lancé de programmes de formation pour essayer de les mettre à niveau. Nous avons aussi, bien entendu, essayé, dans la mesure du possible, de pouvoir améliorer les conditions de vie sur les lieux de travail. Et c'est pour ça que vous verrez qu'il y a quelques jours, je viens notamment de la province orientale, l'ex-province orientale, où on a procédé à l'inauguration de centres d'impôt de Kisangani. Ça, c'est l'une des actions parmi tant d'autres pour améliorer les conditions de vie de travailleurs. Bon, il y a d'autres actions, notamment sur les conditions salariales, qui sont également en train d'être prises en charge au niveau de la direction. D'emblée, nous avons d'abord commencé par remercier l'équipe qui était passée. L'équipe que les autres ont remplacée, parce qu'ils ont bâti quand même un très bon travail. Vous savez, avant, nous avons des choses qui ont duré 15 ans, 10 ans sans solution. Notamment la prise en charge des nouvelles unités, y compris les temporaires. Ça a fait 10 ans, 15 ans que nous sommes battus, mais quand ils sont arrivés, ils ont résolu de manière légale des problèmes. Ça fait longtemps qu'on descendait vers l'administration était à Kinshasa, mais avec eux maintenant, l'administration s'approche maintenant aux administrés. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous visitons des provinces pour connaître sur place comment les services fonctionnent, quelles sont les conditions de travail des agents et cadres à l'intérieur. Et je crois que le bilan est positif. Bon, aujourd'hui, il y a des choses qui changent. Avant, on avait seulement une seule ambulance. Vous savez, la santé, c'est quelque chose d'important. Parce que ce sont ces gens-là qui mobilisent des recettes. Eux ne peuvent mobiliser des recettes qui sont à bonne santé. Dernièrement, je crois qu'on avait demandé, depuis longtemps, qu'on ait des ambulances. Il y a des ambulances qui viennent d'arriver. Il y a les transports du personnel. Je vois la semaine prochaine, il y a 4 bus qui vont arriver pour que les gens soient. Et puis, quand vous arrivez, il est le seul directeur général qui visite bureau par bureau. La première des choses qui était étonnante, bon, ce n'est que normal, il avait changé toutes les installations sanitaires. Monsieur Sélé, merci Fifi de m'accorder la parole. Monsieur Sélé, on vous a sur le plateau. Vous êtes aussi une personne, pour moi spécialement, votre présentation a été très très courte, je ne suis pas très satisfaite. J'aimerais bien savoir, parce qu'il y a un adage qui dit « faites-nous une bonne politique, on vous fera une bonne économie ». Est-ce que votre poste, ça fait déjà une année, vous l'avez bien dit, est-ce que votre poste est politique? Parce qu'il y a des gens qui disent que vous n'êtes pas fils maison. Donc on aimerait bien savoir si votre poste est politique. Merci beaucoup, Madame Paulette. Mais je voudrais dire que tout dépend du contenu qu'on veut donner au concept politique ou autre. Mais bon, écoutez, j'estime que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui préside aux destinées de ce pays, a estimé que je pouvais bien conduire la machine fiscale pour le moment. Mais ne pas être fils maison, je me dis que c'est toujours encore un faux débat, parce que je connais bien la Direction générale des impôts. D'abord, je suis des formations économistes. Donc l'impôt, on peut tout dire, mais c'est d'abord un aspect de l'économie nationale, parce que l'impôt, la fiscalité, c'est le prélèvement d'autorité sur la production, la richesse nationale. Donc à ce titre-là, j'ai été suffisamment outillé à l'université pour ça. J'ai passé assez d'années au niveau du ministère des Finances comme conseiller du ministre des Finances. À l'époque, en charge de coopération bilatérale et multilatérale, j'ai négocié beaucoup de financements au niveau international, y compris en faveur de la Direction générale des impôts. Ensuite, je suis devenu directeur de cabinet au même ministère des Finances. Donc, vous le savez, les régies financières relèvent de la compétence tutélaire du ministre des Finances. Donc, j'ai au quotidien à gérer la Direction générale des impôts. Ensuite, je suis passé au niveau de la primature comme directeur de cabinet. Donc, c'est quand même des aspects qui me sont familiers. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit fils maison. Je suis effectivement fils maison fiscale congolaise.
Ok. Monsieur Sélé, pouvez-vous nous dire que les relations entre la DGI et les opérateurs économiques, puisque c'est l'un de vos deux axes, sont au beau fixe aujourd'hui? Je parlais, madame, d'un partenariat franc et dynamique. Le mot dynamique est très important parce que ça veut dire que nous nous adaptons par rapport aux enjeux, mais l'avantage d'un tel partenariat qui se veut dynamique, c'est que nous sommes constamment en dialogue avec le monde des affaires. Vous l'avez certainement suivi sur instruction du chef de l'État, à l'issue de son adresse devant le Congrès. Il avait fustigé une fiscalité paralysante pour l'activité économique au niveau de la République démocratique du Congo. Et à ce titre-là, son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, avait conduit un forum sur la réforme du système fiscal congolais, lequel forum a donné lieu à un certain nombre de recommandations qui sont en train d'être mises en œuvre en faveur justement de la promotion de ces partenariats avec le monde des affaires. Mais bien avant ces forums, il y avait aussi le forum sur les climats des affaires, organisé à l'initiative de son Excellence Monsieur le Premier ministre Bruno Tshibala. Donc nous pouvons dire que les relations évoluent au mieux des intérêts de deux parties. Il y a eu des recommandations des participants. Après analyse, quelles sont les faiblesses que l'on peut dire aujourd'hui que la DGI connaît? Merci Madame pour la question. Comme je venais de le dire, ce forum fait suite au constat fait par son Excellence Monsieur le Président de la République sur une fiscalité paralysante pour l'activité économique au niveau national. Alors, suite à ces constats, il a été organisé le forum auquel vous avez fait allusion. Et nous, en tant que régie financière, pour ne parler peut-être que la Direction générale des impôts, son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, qui est notre ministre des tutelles, a envoyé un ensemble de recommandations de toutes les parties prenantes à ces forums, aux différentes régies. En ce qui me concerne, nous avons reçu une lettre, si ma mémoire est bonne, en date du 7 octobre pour couler ces recommandations en action opérationnelle parce que, bon, la faiblesse aussi de la plupart des forums auxquels nous participons, c'est qu'il y a des forums qui ne sont pas suivis de faits sur le terrain. Alors, en ce qui concerne la Direction générale des impôts, je peux vous dire que nous avons mis en place une équipe d'experts qui a travaillé et qui a produit une feuille de route qui a coulé ces différentes recommandations en des mesures fiscales dont certaines font déjà partie de la loi des finances de 2016 dont le projet sera présenté donc, au bureau de l'Assemblée nationale incessamment. Et je peux dire qu'il y a des avancées significatives qui sont déjà en train d'être mises en œuvre à très court terme dans le cadre de cette loi des finances. Il s'agit notamment en ce qui concerne le problème des fonds, de la réduction du taux de l'impôt sur le bénéfice et les profits qui passe de 35 à 30% aujourd'hui dans le cadre de l'exercice fiscal 2018. On peut considérer que c'est une avancée significative. Vous avez également suivi certainement le débat sur le 1% qu'il faut payer par les entreprises qui affichent un résultat déficitaire. Ça, on peut dire que nous sommes partis dans une approche où on va considérer que c'est un résultat qui sera reportable, bien entendu, une fois qu'il est certifié que ces entreprises accusent effectivement des déficits. En ce qui concerne les questions, par exemple, de forme, nous pouvons aussi dire qu'il y a des avancées significatives qui sont déjà coulées dans des mesures fiscales pour la loi des finances de l'exercice 2018, comme je vous ai dit. Il s'agit par exemple des pénalités sur le recouvrement, parce qu'actuellement c'est des 4%, mais dans le cadre de l'exercice prochain, nous passons à 2% de taux de pénalité, donc par un mois de retard. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'autres mesures qui vont effectivement donc, suivre dans ce sens-là. Merci Fifi. Monsieur Sélé, moi j'aime bien les questions comme des communs mortels, les questions vraiment terre à terre. Allez-y, madame. Monsieur Sélé, est-ce que la RDC est un paradis fiscal? C'est ce que vous avez dit, les recommandations. Un étranger peut se dire que je vais en RDC, c'est un paradis fiscal. Parce qu'on parle beaucoup de fraude en RDC par rapport à l'impôt, aux taxes et tout ça. Pour vous, c'est un paradis fiscal? Ou expliquez-nous si c'est autre chose. Mais absolument pas. Je pense que si la RDC était un paradis fiscal, je crois que toute la presse internationale qui saisit la question l'aurait déjà évoqué. Mais dans tous les cas, nous avons un système fiscal qui est fondé sur des textes de loi qui n'exemptent pas d'autorité, comme ça se fait dans les paradis fiscaux, parce que la logique des paradis fiscaux, c'est que vous exercez toutes vos activités
sans être soumis à des obligations fiscales. Et à ce titre-là, je peux vous dire que la République démocratique du Congo n'est pas un paradis fiscal. Alors, il faut préciser une chose, c'est que nous avons un système fiscal déclaratif, mais ce n'est pas la panacée de la République démocratique du Congo. Beaucoup de pays utilisent le même système. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le contribuable a l'obligation de déclarer à l'administration fiscale tout ce qu'il entreprend. D'abord que quand il ouvre ses activités, il doit se déclarer, il doit déclarer. Quand il produit, il doit déclarer. Et il déclare donc la base fiscale sur laquelle il calcule l'impôt, notamment l'impôt sur le bénéfice, l'impôt sur la rémunération professionnelle. Autoliquide, paye et vient déclarer à l'administration fiscale ce qu'il a payé. Mais le pendant de ces systèmes, c'est le contrôle fiscal, parce que nous l'exerçons effectivement. Mais pourquoi on parle trop de fraude fiscale en RDC? Mais est-ce que ce ne sont pas vos agents qui conditionnent un tout petit peu cette fraude fiscale? On en parle trop. Non, je peux vous dire que, bon, évidemment, ça c'est un problème qui est général. Mais je veux vous dire que la tendance à la fraude, elle est inhérente à ces systèmes, comme je viens de vous le dire, qui est déclaratif. Il ne faut pas d'emblée accuser les agents de l'impôt parce que les agents de l'impôt font un travail effectivement citoyen, un travail effectivement républicain en faveur du gouvernement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que autant on peut évoquer ces problèmes de fraude, autant, vous savez, quand les entreprises se plaignent qu'il y a énormément de contrôles, c'est justement parce que, oui, mais parce qu'il n'y a pas harcèlement. Parce que comme je vous l'ai dit, le pendant d'un système fiscal déclaratif, c'est le contrôle. Et les contrôles, nous l'effectuons effectivement. Et il y a des cas où, quand nous avons établi qu'il y a eu fraude, effectivement, sur la base imposable, nous avons le droit, conformément aux lois fiscales, de pouvoir établir des suppléments d'impôts, et ça se paye. Ça, je peux vous le dire. Et donc, cet exercice, il est effectué. Mais on peut quand même dire que ce système déclaratif a montré quand même ses limites. Pourquoi ne pas trouver un autre système? Bon, madame, je peux aussi vous dire que, vous savez, la Direction générale des impôts dispose de toute une direction en charge de la législation. Et nous faisons ce travail que je dirais peut-être de comparaison avec la sous-région, avec la région, avec les autres administrations du monde, au travers de ce qu'on peut appeler en anglais le benchmarking, donc comparer les bonnes pratiques. C'est une question qui est en examen, mais le problème n'est pas d'abord celui-là. Le problème, c'est de s'assurer effectivement que les dispositifs légaux qui sont en place aujourd'hui fonctionnent effectivement et que l'agent du fisc exécute ses tâches conformément à ces lois, de manière conforme à la déontologie et à l'éthique professionnelle. Voilà, monsieur le directeur général, revenons au thème de notre rencontre. Novembre est un mois de grande échéance à la Direction générale des impôts. Vous allez encadrer le paiement de deuxième acompte provisionnel de l'impôt sur le bénéfice et profit, IBP à charge des grandes entreprises. Nous voulons bien savoir, l'échéance tombe le 31 novembre prochain. Quelles sont les stratégies mises en place pour le paiement de cet impôt? Comment les entreprises s'y prennent pour s'acquitter? Et quelles sont les attentes en termes de statistiques et de chiffres? Bon, disons, comme vous l'avez dit, il s'agit de deuxième acompte provisionnel donc sur l'impôt et les bénéfices des grandes entreprises. Et l'échéance va tomber le 30 novembre, parce que le mois se termine le 30. Alors, comme stratégie, on communique. Nous faisons des communiqués régulièrement, en tout cas, dans la presse. Et j'estime aussi que vous m'avez invité, donc je profite de ce plateau également pour lancer cet appel, parce que c'est l'un des canaux donc, pour pouvoir atteindre les contribuables concernés, à pouvoir s'acquitter de leurs obligations fiscales. Mais en dehors de ça, il y a également les invitations des services opérationnels. Invitations directement adressées aux contribuables concernés pour qu'ils se présentent donc, au niveau de banque pour s'acquitter de ces obligations fiscales. Alors, en ce qui concerne les attentes, je peux dire que nous sommes approximativement en train d'attendre un montant d'autour de 215 milliards de francs congolais. Vous les atteignez souvent, même pour l'année passée par exemple, vous avez atteint vos assignations ou ce que vous avez prévu? Écoutez, je peux dire que pour les assignations, on les approche. Il y a des moments où on les atteint. Mais donc, comme je vous disais tout à l'heure là, on va réaliser approximativement autour de 215 milliards. On s'est compris un montant de 104 milliards
qui constitue un acompte exceptionnel fait par deux entreprises du secteur minier, qui sont TFM, Tenke-Fungurume et Mutanda Mining. Alors, en ce qui concerne les assignations, c'est vrai que cette année, le budget nous a assigné des recettes de 2700 milliards donc, pour l'ensemble de l'exercice 2017. Nous pensons qu'au terme de l'exercice, nous pourrions approximativement réaliser 2100 milliards sur 2700 milliards, donc ce qui pourrait nous faire approcher de 80% sur l'ensemble de l'année. On parle, mais avant de remettre la parole à ma consoeur, vous dites que c'est un système déclaratif. Oui. Mais on a l'impression que quand ces gens ne les déclarent pas, vous ne le poursuivez pas. Il y a un genre d'impunité. Qu'est-ce que vous faites réellement pour vraiment les imposer à faire ça? Est-ce qu'il y a d'autres mesures restrictives pour ça? Parce que quand quelqu'un fraude, par exemple, il dit par exemple, je ne suis pas très spécialiste, il dit par exemple que je n'ai que 10 000, mais au fait, il a 100 000. Comment vous faites vraiment pour ce redressement fiscal? Et pour ceux qui n'ont pas eu à payer cet impôt, par exemple, là nous sommes au deuxième acompte, l'échéance tombe le 30 novembre, mais pour les retardataires, qu'advient-il pour eux? Oui, mais comme je vous ai dit, il existe toute une panoplie de services. Vous savez, il y a un service de contentieux à la Direction générale des impôts. Comme je vous ai dit, le tout repose sur les contrôles fiscaux, parce que une fois que les contribuables ont déclaré, nous avons des services, il y a des services, des gestionnaires qui les suivent au quotidien pour savoir que tel contribuable ne s'est pas présenté pour déclarer. Et il y a des pénalités qui suivent, des pénalités donc pour non-déclaration, pour de retard de paiement, mais aussi des pénalités en cas de contrôle qui débouchent sur la constatation manifeste de la base imposable qui a été faussée. Je peux vous dire, mais il y en a bien entendu, et je peux vous dire que cet exercice est fait parce qu'il y a tout un compte des pénalités qui existent au niveau de la Direction générale des impôts, donc au niveau de nos banques commerciales, et ce compte est alimenté chaque mois. C'est un témoignage que les services opèrent réellement et que ceux qui sont pris en flagrant délit sont soumis à cette obligation fiscale. Les internautes m'ont dit de poser la question, qui fraudent souvent, les étrangers ou les nationaux qui font souvent cette pratique de fraude fiscale? Je ne voudrais pas faire un procès d'intention. Je crois qu'on rencontre ça dans les deux camps. Dans les deux camps, que ce soit des nationaux ou des étrangers. Donc, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales. Tout le monde fraude et l'essentiel, c'est le traitement égalitaire conforme à la loi fiscale. Dès lors que vous avez fraudé, que vous soyez étranger ou congolais, vous êtes soumis à la même rigueur. Mais vous êtes beaucoup plus souple vis-à-vis des étrangers que des nationaux. Les nationaux se plaignent que vous facilitez beaucoup plus les étrangers que les nationaux. Pas du tout, madame. Je peux vous produire des statistiques qui prouvent que toutes les entreprises qui se trouvent en face à des cas de flagrance découverts par l'administration fiscale sont soumis au même type de traitement, que ce soit des étrangers ou des nationaux. Ça, je peux vous le dire. Monsieur le DG, vous avez évolué longtemps dans les structures qui ne font que consommer les ressources publiques. Aujourd'hui que vous êtes commis à la tâche d'en mobiliser pour financer les besoins de l'État, comment vous sentez-vous dans cette peau? Écoutez, une très bonne question. Je peux dire que oui, j'étais dans des structures qui consomment, disons le ministère des Finances où j'ai beaucoup évolué, consomme en faveur d'autres entités ministérielles. Mais j'ai également eu le privilège, comme je vous l'ai dit tout au début lors de ma brève présentation, de dire que j'ai été conseiller en charge de coopération bilatérale et multilatérale, donc j'ai négocié des financements, parfois pas très importants en faveur de ces pays. Aujourd'hui que je suis au niveau de la Direction générale des impôts, je me dis effectivement que nous pouvons mobiliser la plupart des ressources que nous cherchons à l'extérieur, pourvu que nous y mettions. Et c'est évidemment le travail que aussi bien le gouvernement que l'administration fiscale fait. Je peux dire que la pression est effectivement énorme sur l'administration fiscale, sur les directeurs généraux, sur mes agents, sur tout le monde au niveau de la Direction générale des impôts. Mais je peux aussi dire que tous, c'est-à-dire que tous les agents des impôts s'acquittent en tout cas avec beaucoup d'abnégation de leurs obligations professionnelles, de leurs obligations civiques pour mobiliser les ressources en faveur du Trésor. Il y a de la pression, mais on n'a pas de choix. On est bien soumis à cela pour doter la République de ressources nécessaires pour faire face à son programme de développement.
Mais le climat des affaires actuel en RDC ne vous coince pas trop pour arriver à atteindre ces assignations? Bon, bien entendu, il faut dire, comme je vous l'ai dit, la fiscalité, c'est le prélèvement sur la richesse nationale. Laquelle richesse nationale doit être produite par des entreprises, par des individus. Disons qu'au-delà des problèmes de climat des affaires au niveau national, il y a aussi l'économie internationale qui a connu, effectivement, vous le savez, nous sommes une économie très tributaire de cours de cuivre, donc des matières premières, mais essentiellement le cuivre. L'année a connu, en tout cas, beaucoup de baisses. Ça a commencé à remonter seulement vers le troisième trimestre de l'année, en termes de cours de matières premières. Mais disons que les efforts sont faits, parce qu'au même moment qu'il y a eu baisse des cours de cuivre, il y a eu également quelques entreprises qui ont cessé des activités. Et donc, vous comprenez que si le répertoire des entreprises imposables baisse, ça a un impact aussi sur les niveaux de recettes que nous mobilisons. Mais il y a des efforts constants, en tout cas déployés par l'agent du fisc pour pouvoir essayer de rencontrer les assignations qui nous sont imparties par l'autorité budgétaire qu'est le Parlement. Monsieur Sélé, vous mettez beaucoup plus l'accent sur le secteur minier. Est-ce qu'en RDC, il n'y a que ce secteur qui produit autant d'argent? Pourquoi ne pas se battre pour développer aussi d'autres secteurs? On a vu que, par exemple, au Tchad, le président Idriss Déby l'a bien dit, il n'y a plus de pétrole. Donc, on doit penser à autre chose. Nous, on n'a que les mines qui pourvoient les recettes en RDC. Madame Paulette, je parlais de ce qui se passe pour le moment. Parce que je dis, le fisc, c'est un prélèvement sur la richesse qui est créée. Mais dans tous les cas, le gouvernement est en train de faire des efforts énormes pour diversifier l'économie nationale. Vous avez appris qu'il y a quelque temps, donc il y a des efforts qui sont menés dans les secteurs notamment des services. Il y a les services notamment des télécommunications qui contribuent également à diversifier l'économie nationale. Il y a le secteur de l'agriculture qui est aujourd'hui au cœur de la stratégie du gouvernement. Donc, je peux dire qu'au même moment que nous constatons, vous et moi, que nous dépendons encore beaucoup plus, je n'ai pas dit totalement, mais beaucoup plus des minéraux, des efforts sont en train d'être faits pour diversifier les sources de nos richesses nationales. Monsieur DG, comment se porte la DGI dans ses organes de base, en province notamment où vous revenez dernièrement? Vous avez été visiter vos centres des provinces, vous en êtes satisfait? Écoutez, ces visites procèdent d'abord d'une volonté interne, mais aussi d'une injonction de notre autorité des tutelles, qui est le ministre des Finances, qui nous a dit qu'il ne faut pas qu'on reste au bureau, il faut que nous descendions dans toutes les provinces, voir les services. Et là, tout au début de l'année, j'étais dans la province fiscale du Katanga, donc l'ex-province du Katanga. Là, je viens de deux provinces, donc encore des provinces fiscales, donc l'ex-province orientale et la province du Nord Kivu. Ma pauvre province du Kwilu, vous n'irez jamais, parce que ce n'est pas une province fiscale, hein, j'ai l'impression. Non, non, vous ne parlez que du Katanga, quand je parle Kivu. de province fiscale, je fais référence à l'ancienne configuration territoriale du pays. C'est pour ça que je dis province fiscale. Au lieu de parler de province orientale, je parle de province fiscale de la province orientale. Mais bref, non, je vais y aller. J'ai l'impression que ma province est la province la plus pauvre, la province du Kwilu. Ce n'est pas une province fiscale, là? On ne produit rien comme richesse au Kwilu? Pas du tout, madame. Dans ma planification, ça n'intéresse pas à nous, quoi. Non, dans ma planification, je dis que je commence par les provinces de l'Est et je vais attaquer les provinces de l'Ouest. C'est en programme. Je serai chez vous. Et si vous êtes disponible, vous allez m'accompagner. Donc, c'est une invitation en pleine émission. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai visité les services au niveau de la province orientale. Disons que les hommes et les femmes qui travaillent au niveau de l'administration fiscale sont tout à fait mobilisés. Nous avons bénéficié avec l'appui de la Banque africaine de développement qui a donc financé ce programme du gouvernement pour la construction d'un CDI, donc un centre d'impôt qui va être opérationnel à partir du mois de janvier ici. On peut dire qu'il y a un certain nombre de problèmes, notamment liés au patrimoine matériel roulant. Il y a eu également ces problèmes liés aux ressources humaines, mais que nous avons résolus avant même de nous déplacer, comme je vous l'ai dit. On peut dire que le Congo est sur la bonne voie d'un point de vue fiscal parce que la courbe est réellement ascendante, aussi bien par rapport à ce que j'ai vu à Kisangani qu'à Goma. Donc je suis plus ou moins satisfait de ce que j'ai vu sur le terrain.
Remise de clés de l'ambulance toute neuve par le directeur général des impôts au directeur des ressources humaines qui à son tour les transmet au médecin responsable du centre médical de la DGI, tout dans la logique de répondre à l'impératif de maintenir le personnel commis au fisc en bonne santé. La mission que le chef de l'État nous a confiée de diriger la direction générale des impôts réside principalement dans la politique de la mobilisation des ressources pour le trésor public pour faire face au programme de développement de notre pays. Et cela ne peut se passer qu'au travers de la valorisation des ressources humaines, d'abord au travers de leur état de santé, au niveau de leur formation, au niveau de leur prise en charge intégrale, de manière qu'ils puissent délivrer, ce personnel, voulais-je dire, un travail de qualité pour répondre à cette préoccupation. Soumis également au respect du devoir, le staff médical et les représentants du personnel des impôts ont eu des mots justes pour reconnaître l'utilité de l'engin médical mis à leur disposition. Soyez-en assurés, monsieur le directeur général, que nous utiliserons cet outil important en bonne mère des familles et exclusivement, comme vous l'avez dit, pour des raisons de service. Encore une fois, monsieur le directeur général, nous présentons nos très sincères remerciements. Ça rencontre vraiment la résolution des problèmes éminents de tous nos patients, une bonne prise en charge pour permettre à ce que nos malades soient vraiment bien acheminés dans les institutions hospitalières, bien appropriées, et même au niveau même de l'aéroport, de ceux-là qui viennent de l'intérieur, ils seront bien pris en charge. La nouvelle ambulance figurait parmi les besoins sociaux de base des fonctionnaires de la DGI auxquels la haute direction a promis de répondre au fur et à mesure. L'actualité oblige, on ne peut ne pas en parler. Je vous en prie. Panama Papers, Paradise Papers et tout ça, cache investigation. Quelle lecture faites-vous de toutes ces informations qui nous tombent aujourd'hui par rapport à la fraude fiscale? Oui, mais la lecture que je fais, c'est une lecture orientée vers les personnes qui veulent éluder l'impôt. Il faut éviter parce que dans tous les cas, comme je l'ai dit, même si ce n'est pas des journalistes d'investigation comme vous pouvez vous lancer dans ces genres d'exercices, mais l'administration fiscale finit toujours par recouvrer ses doigts parce que dans tous les cas, ça ne sert à rien de se cacher parce que nous travaillons notamment avec des conventions fiscales avec beaucoup de pays. Et donc, ces conventions fiscales nous permettent de faire des poursuites sur d'autres territoires, tout comme ces territoires aussi font des poursuites chez nous. Et nous collaborons avec beaucoup d'autres administrations fiscales pour dénicher les fraudeurs et les remettre sur le droit chemin en ce qui concerne les droits éludés. Voilà, donc le ministre des Finances a signé un arrêté le 12 août dernier pour réglementer le paiement de l'IPER, du personnel domestique et des salariés des microfinances. Quel est le message que vous pouvez adresser à ces nouveaux assujettis qui découvrent pour la première fois, qui sont désormais concernés par les impôts? Bon, qui découvrent pour la première fois, ce serait un peu étonnant, mais dans tous les cas, vous savez, le principe fondamental en matière d'impôt, c'est l'égalité fiscale. Donc, tout citoyen qui opère, qui travaille et qui gagne des revenus est obligé de se soumettre à l'obligation de payer une partie de sa rémunération au titre de ce que nous appelons l'impôt professionnel sur la rémunération. Alors, pour vous rassurer que ce n'est pas aussi important peut-être que ça, parce que en ce qui concerne par exemple l'IPER sur le personnel domestique, c'est des $6 par trimestre, donc ça fait à peine $2 le mois, voyez-vous. Et en ce qui concerne le personnel des micro-entreprises, c'est $9 par trimestre. Encore une fois de plus, je leur lance un vibrant appel de pouvoir se faire déclarer au niveau de centres d'impôts synthétiques de leur commune, parce que toutes les communes sont dotées des centres d'impôts synthétiques pour s'acquitter de leurs obligations, parce que l'impôt, c'est le droit à la citoyenneté dans un pays. L'impôt est obligatoire. Obligatoire. C'est comme ça que je dis que c'est le droit à la citoyenneté dans un pays. Monsieur Sélé, j'ai reçu un professeur dans le cadre toujours de cette émission, justement en ce qui concerne cet impôt domestique, qui pour lui pense que la DGI est allée trop vite en besogne en ce qui concerne cet impôt
il pense que vous auriez dû commencer par la formalisation de cette catégorie de profession. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais la formalisation, il faut distinguer les choses, parce que je crois qu'il y a ce que fait le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale en termes d'encadrement des masses laborieuses, et ce que fait l'administration fiscale qui a l'obligation de faire des prélèvements d'autorité, autorisés justement par le législateur, sur tout ce qui est produit comme richesse au niveau de notre pays. Et quand on travaille, on est rémunéré, c'est une richesse qu'on a produite. Donc l'administration fiscale ne peut pas attendre autre chose que la constatation qui est faite qu'il y a de la richesse qui nous échappe et que nous devons fiscaliser. Donc c'est le travail que nous avons fait. Je ne vois pas en quoi nous sommes allés vite en besogne. Mais comment inciter le Congolais à payer cet impôt? Qu'est-ce que vous allez faire pratiquement pour inciter ce pauvre Congolais qui a par exemple $10, vous lui demandez de couper $2. C'est trop pour lui. Qu'est-ce que vous allez dire pratiquement, vraiment, en français facile, à cette maman-là qui vend son dunda ou quelque chose, dites-moi, c'est normal de payer l'impôt. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Comment inciter cette population à payer cet impôt? Puisque des fois, par rapport aux taxes, ils ne savent pas qu'est-ce qu'on fait de leur argent. C'est peut-être ça aussi. Pourquoi le Congolais n'a pas ce civisme fiscal aujourd'hui? Je vais même ajouter pour dire que toujours dans cette même émission, j'ai eu à interroger les concernés. Qui, en tout cas, sur les 5 personnes interrogées, personne n'était d'accord pour payer cet impôt. Vraiment personne. Mais encore une fois de plus, ce que je vous dis, c'est qu'on continuera de lancer cet appel au civisme. Évidemment, après l'appel va suivre l'étape des contraintes prévues par les textes des lois. Vous savez, il faut pas, je ne veux pas m'engager sur ce que le gouvernement fait, mais nous tous, nous savons que si nous avons des enseignants, si nous avons des médecins, si nous avons des policiers, si nous avons des diplomates, mais ils sont rémunérés comment? C'est avec les ressources que chacun de nous mobilise au profit du trésor public. Donc on ne peut pas demander une chose et son contraire. Aujourd'hui, nous voyons que des efforts sont faits, notamment, même si c'est encore minime, mais des efforts sont faits pour améliorer tant soit peu la voirie urbaine. Des efforts sont faits pour subventionner, je dis bien, peut-être que vous ne le savez même pas, le prix des transports urbains est subventionné par le gouvernement. Mais ces ressources viennent d'où? Ça vient justement de taxes, des impôts que nous mobilisons au profit du Trésor. Donc nous ne pouvons pas dire que le pays fonctionne sur base d'une manne qui viendrait de la communauté internationale. Ça vient effectivement des ressources que le gouvernement mobilise au niveau interne. Mais on peut vraiment dire que vous aurez vraiment du travail en ce qui concerne ces assujettis domestiques, parce que je me demande même si vous avez vraiment pu collecter quelque chose de leur côté. Vous savez, je me sers de 2 sagesses pour vous dire qu'on ne va pas se fatiguer. La première sagesse dit un voyage de 1000 km commence toujours par un pas. Et nous venons de poser ces premiers pas, nous allons poursuivre. La deuxième sagesse dit qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc nous allons poursuivre ce travail en toute confiance, en toute légalité, parce que c'est le plus important. Dès lors que nous sommes dans la légalité, nous allons poursuivre ce travail. Et je pense que les compatriotes comprendront la nécessité que nous puissions vouloir améliorer l'essor de notre pays. Et il n'y a pas deux autres voies de le faire. Aide-toi et le ciel t'aidera, dit-on. Un mot adressé spécialement à vos assujettis? Mais écoutez, tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut que nous ayons l'obligation de respecter nos engagements. Aujourd'hui, on peut dire que nous sommes en train de bâtir ces partenariats francs avec le monde des contribuables, comme je l'ai dit, avec l'accompagnement du gouvernement qui a organisé ces forums, 2 forums, je voulais dire, donc sur le climat des affaires, mais aussi sur la réforme du système fiscal. Et alors, il faut que les assujettis continuent de faire ce qu'ils ont toujours fait d'ailleurs, de s'acquitter légalement de leurs obligations fiscales. Bon, pour ceux qui ne les font pas encore, je les invite à éviter de s'exposer à la rigueur de la loi, parce que la loi est là et elle va s'appliquer si tout le monde ne s'acquitte pas convenablement de ses obligations fiscales.
Est-ce que peut-être vous allez vous attaquer à ce pauvre peuple, parce que le peuple n'a pas quelqu'un pour le défendre, parce que c'est ça l'impunité. Si vous vous attaquez à un pauvre citoyen comme moi par rapport à la loi, mais attaquez-vous aussi à Tenke Fungurume, attaquez-vous aussi que les gens voient, par exemple, que vous avez puni une grande entreprise, vous avez, je ne sais pas, puni une grande personnalité qui ne sait pas acquitter de ses impôts. Peut-être le peuple le fera aussi. Le peuple a l'impression qu'il y a trop d'impunité, vous protégez les grands, entre guillemets, par rapport au détriment du petit peuple. Le petit peuple est facilement attaquable par rapport à un ministre ou à un PDG, par exemple. Madame, je vous invite à visiter les services opérationnels pour voir les noms des contribuables qui payent des pénalités. Je peux vous dire qu'il y a quelques années... moi, je viendrai pour prendre les noms et les publier. Vous me donnez d'ailleurs l'occasion, vous me donnez d'ailleurs l'occasion, madame, parce que je veux vous dire que je suis fils maison. Effectivement, vous me donnez l'occasion. Enfin, justement, je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, j'étais directeur des cabinets au ministère des Finances. Tenke Fungurume avait payé des pénalités de 50 millions de dollars américains. Voyez-vous? Donc, c'est pour dire que les entreprises qui, après contrôle, sont prises en flagrant délit, s'acquittent effectivement de leurs obligations, y compris en termes de pénalités. Donc, je vous invite à voir la liste des contribuables qui paient des pénalités et chaque mois. Est-ce que vos relations avec les médias sont correctes? Parce que moi, je viendrai prendre cette liste-là aussi facilement et je peux le publier. Mais écoutez, moi j'ai toujours pensé, bon, évidemment, dans les limites de toutes les autorisations encadrées par les lois, parce que bon, il y a des éléments qui sont encadrés par la loi. Je ne peux pas faire cache investigation. C'est impossible que moi je fasse cache investigation. Si vous proposez déjà des limites, c'est impossible. Non, pas du tout. Mais je vous invite en tout cas à visiter cette liste-là, qui existe bel et bien. Moi, je veux dire que si la presse veut faire un travail professionnel, mais les portes lui sont ouvertes. Nous n'avons pas de raison de jouer au cache-cache par rapport à la vie du citoyen congolais, parce que le fisc, c'est le droit du citoyen congolais dans son ensemble. Donc, il n'y a pas de raison de cacher. Mais pour répondre à cette question précise, je peux vous dire, madame, que les pénalités sont bel et bien payées par les entreprises importantes du secteur minier ou du secteur des télécommunications auxquelles vous faites allusion, si elles sont prises en flagrant délit. Monsieur Sélé, pour clore cette émission, vous avez un dernier mot? Mais le dernier mot, c'est que, écoutez, nous devons nous mobiliser autour de la vision du président de la République, effectivement, parce que quand le chef de l'État dit qu'il faut lancer la révolution de la modernité, mais il ne faut pas que cet argent vienne des mannes, comme je l'ai dit. L'argent viendra du Congo sur le travail que nous faisons. Et donc, pour ce faire, à la base de ce travail de la révolution de la modernité, on se retrouve face au civisme fiscal qui doit faire que chacun s'acquitte de ses obligations pour que le gouvernement dispose des ressources nécessaires à moderniser effectivement le pays comme le veut le chef de l'État. Monsieur Sélé, merci d'avoir répondu à notre invitation. Mais c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Le civisme fiscal doit être l'apanage de tout citoyen. Les Congolais doivent, pour son développement et celui de son environnement, apprendre à répondre à son devoir fiscal. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. À la prochaine.